Imaginez qu'une société secrète ait vu le jour il y a 12 000 ans, dans les derniers instants de l'Atlantide, alors que le continent était au bord de l'effondrement. Les Atlantes, au sommet de leur grandeur, avaient atteint une maîtrise sans précédent des technologies sophistiquées et de l'utilisation de cristaux énergétiques. Mais cette puissance, exploitée sans limite, provoqua leur fin. Alors que des conflits internes éclataient sur l'utilisation de ces savoirs, un groupe de sages prit une décision lorsqu'ils comprirent que leur civilisation courait à sa perte et gravèrent leurs connaissances dans des monuments destinés à résister aux âges. Ces messages codés, cachés dans des structures monumentales et des alignements géographiques, furent conçus comme un héritage pour les générations futures, lorsque l'humanité serait prête à en déchiffrer les secrets et capable d'en décrypter les mystères. Notre époque, qui semble avoir atteint une nouvelle fin de cycle et qui possède les outils technologiques adéquats. Jim Allison, un chercheur indépendant, a proposé en 2006 une théorie connue sous le nom de l'équateur penché. Cette ligne imaginaire traverserait la Terre et relierait plusieurs sites archéologiques majeurs, étonnamment alignés avec une précision remarquable. Parmi ces sites figurent la Grande Pyramide de Gizeh, le Machu Picchu et les lignes de Nazca au Pérou, l'île de Pâques, Angkor Wat au Cambodge, Tassili N'Ajjer en Algérie, la cité antique de Persépolis en Iran, le site énigmatique de Mohenjo-Daro au Pakistan, le temple de Khajuraho en Inde, ainsi que des vestiges de l'ancienne civilisation de Sumer. Jim Allison a remarqué que ces sites, malgré leurs époques et localisations géographiques variées, semblent alignés sur une ancienne trajectoire géodésique qu'il appelle l'équateur penché. Ce dernier diffère de l'équateur actuel et suggère une possible réorientation de l'axe terrestre au cours des âges. Selon Allison, cet alignement ne peut être le fruit du hasard. Il pourrait témoigner d'une connaissance avancée de la géométrie terrestre par des civilisations anciennes, ou même de la possibilité de l'existence d'une civilisation mère telle que l'Atlantide. En plus de cet alignement, les distances entre ces sites ainsi que leurs relations mathématiques basées sur le nombre d'or suggèrent un lien géométrique ou symbolique fort et complexe entre eux. La distance entre Angkor Wat et Nazca est approximativement équivalente à celle entre Mohenjo-Daro et l'île de Pâques. De même, la distance entre Angkor Wat et Mohenjo-Daro est similaire à celle entre Mohenjo-Daro et Gizeh, et équivalente à la distance entre Nazca et l'île de Pâques. La distance entre Angkor Wat et Gizeh, multipliée par le nombre d'or, correspond à la distance entre Gizeh et Nazca. De manière similaire, la distance entre Gizeh et Nazca, multipliée par le nombre d'or, donne la distance entre Nazca et Angkor Wat. Mais les monuments ne furent pas le seul legs de cette société ancestrale. Avant la destruction totale de l'Atlantide, ces sages dissimulèrent également des dépôts de connaissances et de technologies dans divers endroits stratégiques de la planète, dont probablement la France. Ces dépôts, protégés par des mécanismes complexes, contenaient des artefacts, des manuscrits et des outils avancés issus de leur savoir. Ils furent soigneusement cachés pour rester hors de portée des civilisations immatures. La présence de menhirs submergés au large du site de Karnak suggère que ces pierres ont été érigées avant la montée des eaux qui a suivi la fin du Dryas récent, il y a environ 12 000 ans, lorsque le niveau des océans a augmenté de manière significative suite à la fonte des glaces de l'hémisphère nord. Cette hypothèse bouleverse les datations traditionnelles des alignements de Karnak, généralement estimées à environ 7 000 ans, et pourrait indiquer que leur origine remonte à une époque plus ancienne, qui coïncide avec la submersion de l'Atlantide décrite par Platon. Les alignements de Karnak témoignent d'une maîtrise avancée de la géométrie et de l'astronomie, mais leur portée semble s'étendre bien au-delà de la région. Les recherches récentes de Didier Coillac mettent en lumière des connexions étonnantes entre Karnak et plusieurs monuments majeurs en France, suggérant l'existence d'un réseau géométrique intentionnel établi par une civilisation ancienne et dont la continuité se perpétua à une époque plus récente, durant la monarchie française. La plus grande surface de menhir à Karnak se nomme le Ménec. Les pierres sont en fil, à peu près orientées sur cette longue bande de 700 mètres de terre. Fait extraordinaire, en prolongeant cet axe sur une longue distance, en 2 branches, celui-ci passait exactement sur les emplacements de la cour carrée du Louvre et de la basilique Saint-Remi de Reims. 2 emplacements de dépôt mis en évidence par Didier Coillac dans ses recherches, grâce à un faisceau d'indices concordants.
Les détails de ces alignements géométriques incroyables des monuments français, parmi tant d'autres découvertes fascinantes, sont développés dans le livre Le Code secret de l'architecture, la révélation, le livre qui récapitule plus de 30 ans de recherche de Didier Coillac. Ce livre de 745 pages, contenant des centaines de photos, est en vente sur Amazon en suivant le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. La destruction arriva rapidement. Les cristaux, surchargés par une exploitation excessive, libérèrent une énergie incontrôlable, provoquant des séismes massifs et engloutissant le continent sous les vagues. Seuls quelques survivants échappèrent à cette catastrophe. Ces derniers, porteurs des fragments du savoir atlante, s'exilèrent vers des terres éloignées. L'Égypte, l'Inde, l'Amérique et d'autres régions aujourd'hui connues pour leurs monuments énigmatiques. Ces sages formèrent les premiers membres de ce qui deviendrait la Société primordiale, une organisation secrète dédiée à protéger ces savoirs anciens. À travers les âges, cette société veilla dans l'ombre, s'assurant que ce legs survive et défie le temps, attendant patiemment que l'humanité soit prête à entendre leur message. Dans les époques qui suivirent la chute de l'Atlantide, les récits sur cette civilisation disparue se transformèrent en légendes, véhiculant sous forme de mythes une réalité ancrée dans la mémoire collective. La société primordiale, travaillant dans l'ombre, veillait à ce que les monuments et les messages laissés par les Atlantes restent protégés. Mais peu à peu, ces structures commencèrent à attirer l'attention. L'Europe recouverte de glace il y a 12 000 ans ne permit la construction des cathédrales qu'à une époque plus tardive, devenant elle aussi un maillon de ce grand code universel, car seuls les grands monuments de pierre subsistent au temps et à l'homme. Des indices subtils gravés dans leur architecture et des motifs récurrents éveillèrent la curiosité de chercheurs modernes. Ceux qui prêtaient attention percevaient une invitation à redécouvrir les mystères cachés. Mais cet appel n'était pas sans danger. Les membres de la société savaient que ces savoirs n'étaient pas destinés à tous, qu'ils devaient rester cachés des humains immatures. Ainsi, le grand code de l'architecture se perpétue au fil des siècles de manière discrète. Les rois de France, grands initiés de ces savoirs cachés, jouèrent un rôle clé dans la préservation et l'amplification de ce grand code architectural. Et plus récemment, certains présidents comme François Mitterrand reprirent le rôle de bâtisseurs à la suite de leurs prédécesseurs. Par l'édification de leurs châteaux et de monuments importants jalonnant la France, ils perpétuèrent les enseignements transmis par la société primordiale, s'assurant que ces structures continueraient de transmettre discrètement le message codé à travers les siècles. Voici un tableau de Henri Testelin qui s'intitule « Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie des sciences créée en 1667 ». À gauche, un homme présente un globe terrestre. La position de sa main droite sur le globe est évocatrice, exactement au large du détroit de Gibraltar. Or, l'Atlantide est localisée dans les textes comme se trouvant au-delà des colonnes d'Hercule, soit le détroit de Gibraltar. Du pouce de sa main gauche, il indique aussi un endroit précis, le mont Ararat en Turquie, lieu où l'arche de Noé se serait échouée après le déluge. Derrière le globe, un homme se désintéresse de la cérémonie et propose discrètement un tissu pour cacher la carte, ce qui suggère que le mystère de l'Académie des sciences est habituellement voilé. La royauté française était-elle détentrice d'un savoir caché concernant les cataclysmes du passé et du futur et les civilisations disparues ? Didier Coillac, spécialiste des monuments français et passionné par les mystères qu'il recèle, joue un rôle clé dans la révélation de vérités longtemps oubliées. À travers ses recherches approfondies, il met en lumière depuis plus de 30 ans 2 héritages majeurs, les influences extraterrestres et les secrets perdus de l'Atlantide. Grâce à son travail, Didier Coillac émerge comme un passeur de mémoire, établissant le lien entre l'histoire cachée de l'Atlantide, les contacts entre humains et extraterrestres et le rôle central de la France dans la préservation de ses connaissances secrètes. Loin d'être de simples symboles religieux ou de pouvoir, les édifices français renferment des codes subtils inscrits par les bâtisseurs, perpétuant l'héritage de la société primordiale. Leurs plans, leurs ornements et même leurs jardins suivent des schémas mathématiques précis. Les sculptures, les fresques qui ornent les murs contiennent des symboles représentant des clés pour accéder à des vérités cachées. Ces monuments ne sont pas uniquement des témoins de l'histoire de France, mais des gardiens silencieux d'un héritage bien plus ancien, d'un message intemporel destiné à guider l'humanité vers une compréhension plus profonde de son passé et de son potentiel futur.
Les mystérieuses Atlantes de Tula, ces imposantes statues guerrières qui veillent sur le site archéologique mexicain de Tula, intriguent par leur nom évocateur. Bien que les chercheurs les attribuent à la civilisation toltèque et les désignent comme des représentations de guerriers jaguars ou d'aigles, le mot Atlante semble résonner avec des échos plus anciens, peut-être intentionnels. Ce terme, qui désigne en architecture des figures masculines servant de colonnes de soutien, trouve son origine dans la mythologie grecque, où Atlas, le titan condamné à porter le ciel, incarne à la fois la force et le lien entre les mondes célestes et terrestres. Mais Atlas n'est pas seulement un titan mythologique. Selon Platon, il était également l'un des 10 rois légendaires de l'Atlantide, à qui ce royaume avait été confié par Poséidon lui-même. En Europe, les Atlantes architecturaux sont également des figures sculptées représentant des hommes, souvent musclés et debout ou posant un genou au sol, utilisés comme éléments de soutien dans l'architecture à la manière de colonnes ou de piliers. Leurs équivalents féminins sont les cariatides. Leur fonction est généralement décorative, bien qu'ils semblent symboliquement supporter un poids comme des toits, des corniches ou des balcons, ou plus symboliquement celui d'un héritage culturel ancestral. Or, un habitant de l'Atlantide s'appelle aussi un Atlante. L'historien du 5e siècle avant notre ère, Hérodote, évoque un peuple d'Afrique du Nord qu'il appelle les Atlantes. Ce mot, traduit en français, existe donc depuis très longtemps. Les Atlantes de la cathédrale d'Albi soutiennent la chair. Ces statues portent un grand tissu qui les accompagne dans de nombreux cas et a donc une connotation énigmatique. Il semble cacher ce qui pourrait se trouver derrière lui. L'étoffe recouvre le dessus des têtes, ce qui suggère que ces personnages sont eux-mêmes dissimulés. Un des sens du mot drap était linceul, drap mortuaire en moyen français. Dans cette perspective, ces hommes sont morts, donc enveloppés dans un linceul. Cette notion morbide est accentuée par le visage souffrant des Atlantes, représenté juste avant la destruction de leur île. À Bruxelles, la Grand Place a été qualifiée par certains de place alchimique. Son plan est un grand rectangle. Elle comporte 4 Atlantes disposées par couple à 2 angles de la place. Celui-ci est assez classique, les mains levées sur la tête comme pour se protéger d'un danger venu d'en haut. Il est vêtu seulement d'un drap ou linceul. La galerie des glaces de Versailles comporte 24 Atlantes peints sur la voûte. Tous respectent le paramétrage habituel en ne portant sur eux qu'un drap linceul. Certains ont mis une main sur leur tête comme pour se protéger. Celui-ci fait le geste de s'auto-étrangler pour passer un message. Les Atlantes se sont auto-détruits par leur mauvais comportement. Ils ont attiré la punition des dieux. Au Louvre, dans l'escalier Mollien, 3 couples d'Atlantes surveillent les personnes qui empruntent l'escalier. Ils ont été sculptés par Pierre Cavalier et Duchoisel. Celui-ci, comme ses collègues, ne porte sur lui qu'un drap ceint autour des hanches, son linceul. Il est un roi qui porte un long sceptre, ce qui colle avec l'histoire de l'Atlantide, qui avait colonisé de nombreux territoires. Platon affirme que les Atlantes avaient conquis la Libye jusqu'à l'Égypte et l'Europe jusqu'à l'Italie du Nord. Nous pouvons observer également que ces Atlantes de l'escalier Mollien encadrent une vitre de forme circulaire, rappelant la description par Platon de Poséidonis, la capitale de l'île submergée, comme étant une ville de forme circulaire découpée en anneaux alternant terre et eau. Les Atlantes architecturaux de type féminin s'appellent les cariatides. D'après Diodore de Sicile, Atlas, le premier roi de l'Atlantide, eut 7 filles qu'on appelait les Atlantides. Elles furent aussi nommées nymphes, parce que dans leur pays on appelle ainsi toutes les femmes, c'est-à-dire que les femmes atlantes étaient appelées des nymphes. Le mot nymphe a donné naissance au mot nymphomanie, car ces femmes étaient réputées pour leurs nombreuses aventures. Quand les bâtisseurs de France posaient une cariatide, il n'était pas rare que la sculpture présente une connotation sensuelle, voire érotique. Le Louvre affiche une série de cariatides de plusieurs mètres de hauteur. Ces femmes à moitié dénudées se touchent souvent de manière lascive, ce qui pourrait être considéré comme un signe d'homosexualité, accepté de nos jours, mais condamné à l'époque de la réalisation de ces décorations. Il est possible que les sculpteurs aient représenté des cariatides de manière provocatrice pour donner à penser qu'elles sont des nymphomanes, donc des nymphes, des habitantes de l'Atlantide. Toujours au Louvre, dans la cour Puget, un grand casque est décoré d'un Atlante qui porte le motif feuille de papier, feuille végétale, symbolisant la connaissance cachée.
Le porteur est Triton, une créature à jambes de poisson, fils de Neptune, le dieu de l'Atlantide. Dans les jardins de Versailles, les bassins des couronnes et la fontaine de la pyramide mettent en scène de nombreux tritons. On trouve dans la mythologie une explication complémentaire aux personnages humains à queue de poisson. Ils sont donc des tritons, ce qui les définit en tant qu'habitants du lac Triton, situé dans la Libye antique. Ils seraient des Atlantes, puisque Platon affirme que ceux-ci avaient régné en Libye. Hérodote confirme en évoquant un peuple habitant cette région. Il appelle ces gens des Atlantes. Les tritons des bassins des couronnes sont allongés, symbolisant des corps figés par la mort. Si par contre on incline la photo de 90 degrés, on se rend compte que le personnage est dans une position de danse. Nous comprenons que la personne dansait debout quand la mort l'a saisie. C'est pourquoi elle est figurée en position allongée, la position des cadavres. Elle est dans l'eau, elle dansait, ce qui signifiait elle s'amusait, et d'un seul coup elle a dansé avec la mort. Anciennement, la commune danse était notre lot commun, la mort justement. Un autre jeu de mots nous prodigue un enseignement. L'expression « la danse a cessé » signifiait que l'aventure s'est terminée de manière imprévue. Dans les dernières heures de l'Atlantide, l'éclat de son âge d'or s'était terni, laissant place à une décadence morale. Jadis un phare de sagesse et de prospérité, l'île légendaire s'était enfoncée dans les excès, l'orgueil et l'oubli des lois universelles qui avaient guidé ses ancêtres. Ce fut cette décadence, disent les mythes, qui provoqua la colère des dieux et des éléments. Tremblements de terre, raz-de-marée et éruptions cataclysmiques s'abattirent sur l'île, emportant avec elle une civilisation qui avait sombré dans le vice. Michel Alain Combes, docteur en astronomie, écrit dans la revue Histoire et Cataclysme l'idée que la Terre a souvent été victime de catastrophes de grande ampleur, d'origine cosmique ou terrestre, n'est pas nouvelle, loin de là. C'était un point commun à toutes les mythologies des peuples anciens, aussi loin que l'on remonte dans le temps. Pour les anciens, le temps était cyclique et chaque cycle cosmique se terminait par une destruction, causée soit par le feu cosmique, soit par le déluge. Le mythe de la fin des temps nous apparaît comme l'expression imagée d'une connaissance ancestrale, répandue dans les mondes anciens. Les cultures du passé avaient gardé des souvenirs de cataclysmes brutaux qui étaient venus mettre fin à l'ancien monde. Se pourrait-il que notre époque ne soit pas anodine dans le déroulé de l'histoire ? Une observation de notre société permet de la voir en rupture par rapport à la linéarité des époques antérieures. Nous vivons dans une époque décadente à tout niveau qui pourrait bien marquer la fin d'une ère. En Inde, on parle du Kali Yuga, la plus sombre des 4 époques du cycle cosmique appelé Yuga. C'est une ère de décadence morale où les valeurs universelles s'effondrent, laissant place à la corruption, à l'ignorance et à une perte de connexion avec le sacré. L'ère astrologique change lorsque le point vernal ou équinoxe de printemps entre dans une nouvelle constellation du zodiaque dans le mouvement rétrograde. Cela se produit environ tous les 2160 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition entre l'ère des Poissons et celle du Verseau. L'avant-corps du château de Versailles est décoré de statues qui personnifient un zodiaque. Dans la culture occidentale où l'on écrit de gauche à droite, il est logique d'aborder le zodiaque de Versailles dans ce sens. On remarque alors que les signes astrologiques y sont disposés à l'envers. La preuve en est que le premier signe qui nous est présenté est celui des Poissons. Les astrologues érudits au service de la royauté attirent l'attention du spectateur sur l'époque actuelle et son enchaînement avec la suivante, l'ère du Verseau. Nous détectons une anomalie dans la structure du zodiaque. Il est distribué à l'envers. Mais en plus, dans le déroulé, 2 signes sont inversés. Il s'agit de la Vierge et du Lion. Cette erreur, entre guillemets, reflèterait une allusion au déluge biblique. Effectivement, la transition entre ces 2 âges a eu lieu aux environs de l'année -10 1800. Ce n'est pas loin de la date annoncée par les différentes sources pour la grande catastrophe. Jean Faure écrivait que l'Atlantide avait sombré au début de l'ère du Lion. Le buffet d'eau est une fontaine qui se trouve dans les jardins de Trianon à Versailles. Elle a été construite par Jules Hardouin-Mansart, qui suivait les évolutions de choix de Louis XIV. Il ressemble à un mur de marbre rouge et blanc d'où dégouline de l'eau en cascade. Des sculptures ornent l'ensemble. Tout en haut ornent les figures de Neptune et Amphitrite, le dieu de l'Atlantide et son épouse. Entre eux se trouve un énorme vase. Le dieu de l'eau a une main sur l'anse. Il verse l'eau qui s'écoule. Il exprime ainsi la symbolique du Verseau.
2 lions se tiennent à ses côtés. Que pourrait-il symboliser d'autre que le signe du lion? Le buffet d'eau complète le zodiaque de la grande façade, puisqu'on y retrouve une insistance sur les airs antagonistes du Verseau et du Lion. Cela peut indiquer la grande calamité qui est arrivée il y a 13 000 ans, il y a un demi-cycle précessionnel, ainsi que celle qui pourrait survenir prochainement. Les 2 bassins du parterre d'eau sont situés devant la galerie des glaces, donc exactement au contrebas du zodiaque. Voici une nymphe, elle brandit de la main droite une guirlande de feuillage, un chapelet, pour suggérer le verbe chapeler dans le sens de frapper durement. Du bras gauche, elle immobilise un gros poisson. De ce fait, l'animal maintenu hors de l'eau vit sa faim. Il exprime l'idée de la faim du poisson, la faim de l'ère des poissons. Voici la personnification de la Marne. Accoudée à un vase qui verse de l'eau, cette femme personnifie aussi le Verseau. Le gouvernail dans la main droite affirme « cap sur le Verseau ». La corne d'abondance dans l'autre main évoque les bienfaits de cette ère à venir. Les 2 personnages ne sont pas joyeux parce qu'ils prophétisent la catastrophe d'entrée dans cet âge. Ainsi, la guirlande, le chapelet, est un signe de fête et de joie, mais il est porté par un angelot triste. Cet objet comporte un rameau de vigne porteur de raisin et tout en bas des épis de blé. Après la vendange, on foulait le raisin en le piétinant. Dans la Bible, le jus de raisin est comparé au sang de l'homme dans le cadre de la colère et de la vengeance de Dieu. La moisson est une allégorie semblable. Dans le livre de l'Apocalypse, la terre est moissonnée. Les visages sans joie sont logiques sur cette sculpture qui prophétise les épreuves de la fin des temps à l'époque du Verseau. Les jardins de Versailles contiennent 4 bassins attribués chacun à une saison. Sur l'îlot du bassin de l'été se trouve Cérès, la déesse de la moisson. Elle est accompagnée de 3 angelots. C'est bien l'époque de la moisson, comme l'indique la faucille tenue par la dame. Des gerbes de blé jonchent le sol. Un gros bouquet de céréales est présent au centre. La divinité et 2 enfants regardent le ciel d'un air intéressé et stupéfait. C'est la fin des temps, comme l'affirme l'évangile de Saint Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiets par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à tout ce qui devra survenir sur terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il existe une grande quantité de sculptures de poissons distribuées un peu partout. Ce sont des monstres, dans le sens où ces créatures n'existent pas zoologiquement. On parle donc de quelque chose de prodigieux, incroyable, d'après le dictionnaire de moyens français. Ils ont constamment la queue levée afin d'induire le jeu de mots suivant. La queue est la dernière partie de la bête, c'est d'une certaine manière la fin du poisson. Elle est levée vers le haut, Verseau. Au final, on a une datation pour la fin des poissons Verseau. À Bruxelles, un enfant ou un triton à visage d'adulte souffle dans un gros coquillage pour appeler Neptune. Ce dieu est associé dans le code à la destruction, la dévastation. Le fait que l'enfant immobilise le monstre aquatique hors de l'eau est l'indice que l'action destructrice prendra place à la fin du poisson. Dans l'appartement d'Anne d'Autriche au Louvre, certains poissons dessinent une boucle avec leur corps. C'est encore une indication temporelle. Boucler signifiait à la Renaissance prendre fin. On dit aujourd'hui encore boucler un travail, dans le sens de terminer un travail. Au château de Vaux-le-Vicomte, le dieu Neptune brandit son trident comme une arme. Il n'est vêtu que d'un grand tissu pouvant être considéré soit comme une écharpe, ce qui suggère le verbe écharper, soit comme un drap, un sens de ce mot étant linceul. Il s'en vient donc frapper. Il marche sur un poisson, une créature de son règne. Il l'empêche de sauter dans l'eau, par conséquent il provoque sa faim. Le dieu des eaux va sévir à l'époque de la fin des poissons. Notre temps est celui de la transition entre les ères des poissons et du Verseau. C'est l'époque pressentie par de nombreuses sources comme étant celle dite de la fin des temps. Cette conclusion trouve un écho dans l'observation de certaines sculptures de grands monuments. La période de la fin de l'ère des poissons semble avoir été prophétisée comme étant celle de la fin d'un grand cycle, celle également de la révélation des secrets. L'antique société primordiale fut donc la passeuse d'un secret immémorial depuis 12 000 ans. Dès les derniers instants de l'Atlantide, elle prit sur elle la mission de préserver et de transmettre les savoirs sacrés à travers le temps. Un code gravé dans la pierre a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous, porteur d'un message aussi précieux qu'urgent.
Les anciens savaient que l'histoire est un cycle éternel, où la grandeur des civilisations cède toujours à la décadence, précipitant leur chute. Ces monuments, érigés comme des gardiens silencieux, sont là pour nous rappeler que l'imprudente civilisation atlante a payé le prix de son arrogance et de ses excès. Sa destruction n'était pas seulement un châtiment, mais un avertissement. L'humanité, lorsqu'elle atteint un certain stade, doit choisir entre l'équilibre et le chaos. Tous les éléments évoqués dans cette vidéo ne sont que des bribes du travail de Didier Coillac, que vous pouvez découvrir dans son livre Le Code secret de l'architecture, qui récapitule 30 ans de recherche. Le lien pour se le procurer est dans la description de cette vidéo.